On vit une révolution dans notre milieu où l'IA et l'humain vont être les moteurs de croissance de nos entreprises. Derrière la puissance de l'IA, je pense qu'il va falloir aussi repenser l'humain et développer aussi une capacité de discernement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de B2B Talks. Aujourd'hui, 30 minutes ensemble pour parler de la thématique suivante, comment mesurer l'efficacité du marketing B2B à l'ère de l'IA évidemment. Pour m'accompagner, deux invités de marque puisque je reçois Hervé Perret qui est SVP Marketing chez Cegid. Salut Bonjour Hervé, Valentin. Comment tu vas ? Très bien. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. À ma droite, toujours Johanna qui est en charge de LinkedIn Marketing Solution pour l'Europe de l'Ouest et Israël. Salut Johanna. Bonjour Valentin, bonjour Hervé. Très heureux de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Pour débuter l'émission, est-ce que Hervé, tu peux nous faire l'honneur de te présenter, nous raconter un peu ce que tu fais, quelles sont tes missions chez Cegid ? Oui, avec plaisir. Je suis SVP Marketing chez Cegid et en charge en particulier du marketing digital, du MarTech, c'est-à-dire tous les outils qu'on utilise au marketing pour faire notre job, et également depuis quelque temps de l'intégration de l'IA dans nos process marketing. Merci Hervé. Johanna, quelles sont toi tes missions ? Il faut que tu nous rappelles un petit peu le scope que tu as chez LinkedIn. Très bien, oui. Donc, Johanna Eran, moi, je dirige LinkedIn Marketing Solution, donc la solution publicitaire de LinkedIn pour l'Europe de l'Ouest et pour Israël. Et mon travail, c'est d'accompagner les annonceurs dans l'utilisation de notre plateforme pour cibler et pour convertir leur audience cible. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, Hervé, avec la question de l'IA. Comment votre stratégie marketing globale a été impactée par les nouveaux outils d'intelligence artificielle, notamment les LLM ? Comment vous travaillez au quotidien avec ces nouveaux leviers, ces nouvelles technos ? Alors évidemment, ça a beaucoup impacté notre métier du marketing, l'IA. Toutes les équipes l'utilisent au quotidien. Il y a eu un impact double, je dirais. Il y a un impact déjà en interne sur nos process, sur nos workflows, sur la création de contenu, notamment bien sûr sur la data, l'enrichissement de la donnée, le cleaning de la donnée. On a une quarantaine de cas d'usage différents de l'IA au sein des équipes marketing, donc c'est énorme. On est beaucoup en expérimentation évidemment parce que ça bouge beaucoup, mais surtout au-delà de ce que nous on en fait en interne, on est surtout attentif à l'impact que ça a sur le marché, sur nos clients, sur la façon dont nos clients utilisent l'IA pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire acheter et choisir des logiciels. Donc, ça nous intéresse au plus haut point. Et il y a une étude de Forrester là qui est sortie il y a quelques mois déjà, qui montrait que 96% des acheteurs B2B utilisaient l'IA pour faire leur job d'achat. Donc évidemment, on peut pas passer à côté d'une telle statistique. Et quand on regarde dans le détail comment ils l'utilisent, ils vont l'utiliser pour découvrir des solutions. On l'a tous fait d'ailleurs à titre personnel. On cherche des solutions avec des agents IA, avec ChatGPT ou autres. Ils l'utilisent aussi pour évaluer les solutions. Quand ils ont plusieurs propositions, ils donnent ça à manger à une IA et puis l'IA va leur faire un diagnostic. Et puis ils peuvent l'utiliser aussi pour des use cases plus précis, liés à leur contexte, des calculs de ROI par exemple, sur des investissements qui sont parfois assez lourds. Donc effectivement, tout l'enjeu pour une équipe marketing comme nous, c'est de faire en sorte que les IA répondent favorablement et mettent en avant plutôt les solutions Cegid plutôt que les solutions de la concurrence. Et pour ça, il y a tout un tas de techniques qui sont assez nouvelles et qu'on est en train d'essayer d'appréhender tous les jours. Donc gros sujet pour vous qui est d'appréhender ce nouveau parcours d'achat conversationnel, notamment avec les LLM. Johanna, ça va être évidemment un gros sujet du côté LinkedIn. Comment vous travaillez, vous, avec ces LLM, le sourcing, comment vous avez mesuré l'impact de LinkedIn dans tous ces leviers-là ? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur le chiffre qu'a donné Hervé pour le B2B aujourd'hui. Les LLM ont une place autour de la table de décision. Et on voit que les recherches B2B, aujourd'hui, progressent 4 fois plus vite que les recherches B2C. Quand on ajoute à ça le fait que 70% des recherches aujourd'hui sont zéro clic, on voit à quel point, effectivement, ça change totalement la donne dans le marketing B2B aujourd'hui. Donc nous, LinkedIn, quelle est notre place ? Il y a une étude de SEMrush qui est sortie il y a quelques mois qui justement montre que LinkedIn est la deuxième source la plus citée aujourd'hui par les LLM. Et on a évidemment quelques raisons pour cela. C'est qu'on sait aujourd'hui que les LLM vont utiliser un modèle qu'on appelle EEAT, donc expertise, expérience, autorité, trust, pour sourcer du contenu et pour les juger en fait crédibles ou à haute valeur ajoutée. Donc quand on connaît la plateforme LinkedIn, on voit en quoi effectivement les contenus sur LinkedIn répondent à cet enjeu,
puisqu'on a des experts. Cette expertise est traduite par justement leur job title, par leurs compétences, par leur place dans l'entreprise, que les gens s'expriment avec leur véritable identité professionnelle. Donc, il y a ce côté autorité et trust qui est couvert. Et puis enfin, LinkedIn est une plateforme justement qui est très brand safe et member safe. Donc, les contenus, effectivement, sont signalés comme des contenus fiables. Et on le voit, en fait. On le voit dans les chiffres. Entre octobre et janvier, le volume de citations LinkedIn dans ChatGPT a été multiplié par 4 et dans Perplexity par 6. Donc, effectivement, les clients me demandent beaucoup aujourd'hui comment faire pour sortir avec leur stratégie GEO grâce à LinkedIn. Eh bien, je le dis, il faut avoir des articles, des newsletters, des posts des dirigeants, des pages de votre entreprise qui sont bien renseignées avec, effectivement, il y a certains codes, notamment écrire avec un côté questions-réponses et en adressant les questions clés que se posent les acheteurs. Et non seulement il faut avoir ce contenu sur LinkedIn, mais il faut l'amplifier avec du média payant pour le faire ressortir, pour qu'il y ait de l'engagement, qu'il y ait des clics. Parce que plus ces contenus vont être des contenus qui vont être vus et les gens vont interagir avec, plus ça va donner un signal de confiance, ça va venir accélérer ce signal de confiance pour les LLM. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis sur la capacité des annonceurs à créer du contenu, bien sûr sur la plateforme avec, comme tu le disais, prise de parole des créateurs, des employés, etc. pour être sur la plateforme, mais aussi pour rayonner en dehors de LinkedIn grâce justement à ce référencement sur les outils d'IA. Donc on est sur quelque chose qui devient un must-have, c'est une obligation de créer du contenu pour rayonner à l'extérieur. De ton côté, Hervé, comment vous intégrez LinkedIn dans votre stratégie globale? Quel rôle joue la plateforme dans vos leviers, dans votre réflexion, dans votre application concrète? Elle joue un rôle à plusieurs niveaux. Il y a une dimension organique du contenu qui est très importante avec LinkedIn. Et effectivement, on a des outils de monitoring qui nous disent comment notre marque ressort sur des prompts type qui seraient postés par nos cibles. Et on voit bien qu'effectivement, des contenus qui sont signés par des vrais humains remontent beaucoup plus que des contenus qui sont juste pas signés, qui sont des articles de blog anonymes. Donc, non seulement LinkedIn devient important, effectivement, pour poster des articles, mais ça devient important aussi comme outil, entre guillemets, de certification que c'est bien un vrai humain qui a signé l'article de blog. Donc, et pas une IA, parce que c'est tellement facile aujourd'hui de créer des articles de blog au kilomètre avec une IA qu'aujourd'hui, et c'est normal, les LLM favorisent des articles qui sont à minima validés par des humains qui existent et qui ont leur profil LinkedIn à jour. Donc, il y a cette dimension organique qui est très, très importante. Et puis, au-delà de ça, il y a une dimension publicitaire qui est évidemment essentielle puisque, alors, pour donner un peu de contexte, nous, on vend des logiciels de gestion à tout un tas de métiers dans les entreprises, à des secteurs d'activité précis, à des fonctions très précises, parfois très particulières qu'on ne trouve à peu près nulle part, sauf sur LinkedIn. Donc c'est très important pour nous d'avoir cette plateforme qui nous donne une capacité de ciblage extrêmement précise, je dirais, sur des critères firmographiques du type la taille de l'entreprise, la géographie, l'emplacement dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a des filiales à l'étranger ou pas? On est capable de le voir à travers LinkedIn. Et puis d'aller cibler des fonctions très précises. Quand on va cibler parfois le directeur fiscal d'une entreprise du CAC 40, c'est difficile à trouver, sauf sur LinkedIn. Mais on a aussi d'autres métiers dans les RH, dans le retail, chez les experts comptables, etc. Donc on a des fonctions très précises. LinkedIn est une plateforme parfaite pour ça. D'ailleurs, c'est souvent la plateforme sur laquelle on a investi le plus. Parfois avec Google, ça dépend des segments de marché que l'on vise. Mais en tout cas, c'est absolument indispensable pour nous d'être très présents sur LinkedIn. Tu nous disais que 2/3 des deals gagnés sont influencés par LinkedIn. Ça, c'est un chiffre qui est, je pense, intéressant pour ceux qui nous écoutent. Oui, alors ça, c'est des outils un peu nouveaux qui ont été mis en place par LinkedIn relativement récemment. Enfin, en tout cas, que nous, on a intégré relativement récemment. Et d'ailleurs, les équipes LinkedIn nous accompagnent beaucoup pour décrypter tous ces chiffres, parce que c'est parfois un peu technique. Et ça, c'est absolument essentiel. Nous, ce qu'on cherche à faire avec LinkedIn, c'est pas des leads, c'est à influencer le pipeline, c'est de faire en sorte d'accélérer le pipeline, de faire en sorte que les deals progressent plus vite. Et pour ça, il faut toucher l'intégralité du comité d'achat qu'on ne connaît pas toujours, en tout cas dans nos données CRM. Donc là aussi, ce genre de LinkedIn nous permet de cibler ces comités d'achat de manière large et de l'influencer. Donc ça permet d'influencer, d'accélérer le pipeline. Et surtout, ça permet, alors c'est peut-être un peu basique, mais de justifier un certain nombre de dépenses
dépenses publicitaires, puisque si on regarde que le coût par lead, qui est une donnée complètement obsolète dans notre contexte, effectivement, on peut se dire peut-être que LinkedIn est cher au coût par lead, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, on influence le pipeline, donc on influence le win rate. On a pu constater que le win rate était presque 2 fois supérieur quand on a réussi à influencer l'intégralité des membres du comité d'achat sur une opportunité, et que le cycle de vente est presque 2 fois plus court. Donc, quand on croise les deux, effectivement, ça permet de justifier qu'on a tout à fait intérêt à investir sur la plateforme. Ioanna, on parlait de trust, d'autorité juste avant. Comment vous, chez LinkedIn, vous accompagnez vos clients à avoir une présence crédible et à activer des leviers efficaces ? Alors, pour reprendre ce que disait Hervé, il y a 3 aspects qu'il a mentionné d'ailleurs. C'est la précision, la prise de décision et la crédibilité. Donc, la précision, c'est ce ciblage très fin et c'est le ciblage le plus fin et le meilleur ciblage du marché. Effectivement, aujourd'hui, peut-être le coût par lead ou en tout cas tout ce qui est CPC, CPA, etc., c'est vrai que c'est obsolète. Et moi, j'ai envie de dire, le pas cher, c'est très cher. Parce que on le voit sur d'autres plateformes qui sont issues du B2C. Le fait d'avoir des stratégies de volume dans le B2B ne vous permet pas de savoir qui exactement a regardé votre publicité, si c'était le bon persona, justement, dans le buying group. Alors que sur LinkedIn, vous avez exactement l'opposé. Vous êtes sûr que vous avez ciblé les bonnes personnes qui font partie de cette décision d'achat, donc ce qu'on appelle le buyer group. Et en plus, vous pouvez le faire avec des outils qu'on appelle en marketing full funnel, donc depuis la marque, ensuite la considération et justement jusqu'à la performance. Et donc, on va bien au-delà du lead aujourd'hui. On va aller jusqu'à parler nombre de deals, pipeline et revenus influencés avec nos clients. Et enfin, donc la crédibilité. Donc, on est une plateforme member first, brand first, donc et on investit pour le rester. On a aujourd'hui 96% des COMEX du SBF 120 qui sont actifs sur LinkedIn. Donc, je donne cet exemple des dirigeants, mais il y a aussi tous les experts et tous les professionnels aujourd'hui qui sont actifs sur LinkedIn qui créent cette crédibilité. Et je finirai en disant, on a une donnée qui montre que malgré l'aspect extrêmement technologique en fait de notre métier, 76% des décideurs dans le B2B font d'abord confiance à un humain, à un pair, à une recommandation. Pour aller un tout petit peu plus loin sur les outils de mesure, par rapport à ce que tu nous dis là, qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? Quels sont les leviers concrètement ? Comment on vient être accompagné par LinkedIn pour comprendre la performance, bien mesurer tout ça et bien tout traquer ? Tu nous le disais juste avant, c'était important de comprendre les enjeux. Comment vous faites ? Alors, chez nous, déjà, la mesure avec tous nos clients, c'est absolument indispensable parce que comme ce marketing de précision nécessite des outils de mesure de la brand. Donc là, il y a ce qu'on appelle les brand lift studies. Donc, vous pouvez voir comment votre marque est connue, perçue et pour quelles raisons, d'ailleurs, elle est connue dans vos marchés et le suivre dans le temps. Ensuite, il y a la considération avec des études justement de consideration lift par rapport à des audiences non exposées. On voit comment les audiences exposées à des campagnes vont prendre certaines actions, télécharger des papiers, des livres blancs, s'inscrire sur un site, etc. Et enfin, la partie donc bad funnel. Donc, on a là 2 outils qui sont très puissants. Un outil que j'appelle d'influence, qui est le Revenue Attribution Report. Donc, vous pouvez connecter votre plateforme LinkedIn avec votre CRM et voir dans le temps, parce que le B2B, ce sont des cycles longs, comment les gens qui ont été touchés par le média sont devenus des prospects et puis des clients. Et donc, la partie plus précision, c'est le Conversion API. Aujourd'hui, c'est une intégration serveur-to-serveur, donc qui se fait assez facilement, soit en direct, soit via des partenaires, et qui permet de connecter les données LinkedIn, soit au CRM, soit aux bases de données business de nos clients, et tout ça de façon totalement GDPR compliant. Et ça permet d'optimiser en continu, en direct, justement les campagnes pour plus de conversions, par exemple pour des leads optimisés, et non seulement optimiser en direct, mais ça permet de reconstruire derrière des audiences qui sont plus susceptibles d'engager, ce qu'on appelle chez nous les predictive audience. Donc, vraiment, à chaque étape du funnel, on a aujourd'hui des outils de mesure très précis et les marketeurs les plus sophistiqués utilisent effectivement ces outils pour piloter leur investissement. Et je dirais que non seulement on a les outils, mais on a la preuve que ça marche. Il y a une étude Dream Data qui est sortie, je pense, l'année dernière et qui le montre parce que souvent, à tort, et je le dis, on est mis un peu dans le même univers que Meta ou que Google dans le B2B, alors que c'est très différent. Si vous prenez le ROAS d'une dépense publicitaire dans le B2B
Sur LinkedIn, on est à 113%, sur Meta, 29%. Si vous prenez la contribution de LinkedIn au nouveau deal dans le B2B, vous êtes à 25% pour Google, 35% pour LinkedIn. Donc voilà, on voit, et je reviens à mon idée tout à l'heure, que le pas cher, c'est très cher et qu'il faut vraiment cibler et mesurer pour être efficace aujourd'hui en marketing B2B. Merci Yona pour ces chiffres qui sont éloquents et qui nous permettent aussi de prendre de la hauteur sur ce qu'on se raconte depuis le début de l'épisode. Hervé, par rapport à toutes ces datas auxquelles vous avez accès, comment vous allez identifier et lire ces signaux faibles et concrètement, qu'est-ce que vous allez en faire? Comment on va influencer des décisions stratégiques via un reporting? Comment on va passer de l'analyse de la mesure à l'action concrètement? Oui, alors c'est tout un travail effectivement qui est un travail d'analyse assez fin. Heureusement, on a des experts en interne qui savent lire cette donnée. On est très bien accompagné par les équipes LinkedIn aussi. Tous les trimestres, on se pose avec eux pour aller décortiquer tous ces signaux faibles, et il y en a beaucoup. Et en plus, on se fait accompagner par une agence externe qui nous aide aussi à prendre un peu de hauteur et à croiser les données avec éventuellement d'autres canaux. Donc, c'est un travail qu'on fait tous les trimestres en profondeur. Et on arrive à en tirer des enseignements. On disait que le CPL, par exemple, est pas un signal pertinent. En fait, c'est un signal faible. Et donc, on peut l'utiliser, ce CPL, si on le croise avec d'autres données. Par exemple, quand on a cette approche full funnel, effectivement, grâce à la plateforme LinkedIn, on voit que si par hasard, comme ça pu nous arriver, on dégrade un petit peu les investissements top of funnel, et ben tout de suite, on va avoir un impact sur le bas de funnel, sur le CPL. Donc, quand on arrive à croiser ces deux données, ça nous aide à avoir des répartitions budgétaires beaucoup plus intelligentes. Ce qui amène des prises de décision logiques au final et qui sont éclairées par la data. Et ça me fait penser à ce qu'on disait à Yona sur les précédents épisodes, sur la force de la marque et du travail d'investissement fait au branding chez vous. Tu me disais, je crois qu'une marque qui n'est pas connue, ou en tout cas un certain pourcentage, ne va pas réussir du tout mais à convertir en fait. Oui, absolument. C'est cette étude qui dit que si vous n'êtes pas le premier jour sur la shortlist des marques considérées pour l'achat, vous avez presque zéro chance de finir en étant la marque achetée. Je trouve l'exemple de Hervé très bon et éloquent parce que, vous savez, ce buyer group dont on parle beaucoup, quand on arrête les investissements marques, parce que ça arrive et je le sais, dans le B2B, on se dit, c'est pas grave, je vais juste faire de la performance comme ça, les sales vont avoir des leads, on va faire du chiffre. On sous-estime le fait que le buyer group, il est dynamique. C'est-à-dire que les gens qui sont à un instant T dans votre comité d'achat, ils peuvent changer de rôle, changer d'entreprise. Et donc, d'un coup, vous allez commencer à targeter des gens qui connaissent pas votre marque, mais seulement avec un message de conversion. Et ça, effectivement, ça fait que les coûts par lead, qui sont un signal faible, comme le dit Hervé, augmentent. Puisque effectivement votre buyer group, il faut le nourrir en permanence en fait. Il change tout le temps, les gens changent de poste. Je sais que c'est évident, mais c'est sous-estimé dans les campagnes marketing. Non mais c'est important de rappeler pour les gens qui nous écoutent, côté annonceurs et ceux qui investissent, de se dire la puissance aussi, en tout cas l'intérêt de lier l'achat média pour la marque et l'achat un peu plus lié à la conversion et au lead. Encore une fois, ce qu'on se raconte là, il est aussi utile pour les gens qui nous regardent aujourd'hui de se projeter avec tes exemples concrets, tes chiffres clés et toi Hervé avec ton expérience terrain qui nous amène aussi à prendre un peu de hauteur. Pour toi Hervé, si on se projette, si on essaie de regarder dans quelques années, comment tu vois l'évolution du marketing B2B évidemment, avec quels nouveaux outils, quelles nouvelles compétences potentiellement, quelles mécaniques vous allez devoir intégrer? C'est quoi ta vision sur les prochaines années? Alors, il y en a plein, on pourrait en parler pendant des heures, mais là, ce qui m'inspire actuellement, c'est qu'avec les outils qu'on commence à avoir avec LinkedIn, par exemple, on est capable de mesurer, donc comme on le disait, l'influence d'une campagne LinkedIn sur le pipeline. Essentiellement, pour l'instant, on regarde tout ce qui est acquisition de nouveaux clients. Mais en fait, on a aussi des enjeux très importants de développement du revenu sur notre base client actuelle. On a 750 000 clients dans le monde, donc c'est un réservoir de croissance qu'on doit aussi pouvoir explorer. Traditionnellement, c'est pas tellement le rôle du marketing de le faire, c'est plutôt le rôle des commerciaux, des CSM qui accompagnent les clients dans le développement de leurs usages. Mais je pense que de plus en plus, le marketing, grâce à ces nouveaux outils, va pouvoir aussi avoir un rôle à jouer pour influencer un certain nombre de métriques qui ont un vrai impact sur notre revenu. Par exemple, l'upsell, le cross-sell, de vendre des solutions complémentaires à nos clients, la rétention aussi, rassurer nos clients sur notre capacité d'innovation, etc. Ça, c'est des messages typiquement marketing maintenant on est capable de distribuer avec des plateformes comme LinkedIn à l'ensemble à nouveau des influenceurs sur une décision d'achat.
Et puis aussi, on a aussi un enjeu probablement sur des messages autour du pricing. Parfois, nos clients râlent parce qu'on augmente les prix, mais il y a souvent des bonnes raisons derrière ces augmentations de prix. C'est parce que derrière, il y a beaucoup d'investissements et donc on a besoin aussi de faire passer régulièrement le message que on est une entreprise qui innove, qui investit, qui développe ses produits au service d'une proposition de valeur enrichie. Et tout ça aussi, c'est le rôle du marketing probablement de passer ces messages et pourquoi pas le passer à travers des plateformes comme LinkedIn, à condition qu'on soit capable de justifier, de mesurer l'influence de ces campagnes-là sur le pipeline client. Et pour le coup, maintenant, on est équipé, donc c'est une piste qui reste encore à explorer. Tu as prononcé le mot de influenceur, donc on est en dehors du cadre du buying group, on va aller adresser ce qu'on appelle, enfin ce que Forrester appelle le buying network. C'est ça, oui. Alors là aussi, je parle pour le contexte d'un éditeur de logiciel, mais quand un client fait une décision d'achat d'un logiciel type un ERP, par exemple, ou un nouveau logiciel de paye, la plupart du temps, il ne décide pas tout seul en interne, parce que c'est des sujets qui sont un peu techniques. Donc, la plupart du temps, les clients vont faire appel à des cabinets conseils, à des consultants externes. Ils vont se renseigner auprès d'influenceurs B2B, il y en a de plus en plus. Et donc, effectivement, la décision d'achat, elle n'est pas uniquement interne à l'organisation, elle est aussi à travers tout un écosystème de conseils. Et ce qui va être intéressant aussi avec des plateformes type LinkedIn, c'est d'élargir un peu ce buying group vers un buying network, puisqu'on est tout à fait capable d'identifier, en tout cas dans notre CRM, qui sont les influenceurs d'une décision d'achat, deal par deal quasiment, à condition de bien renseigner la donnée, évidemment. Et puis, le buying network, il sera aussi constitué de plus en plus d'agents IA qui vont être des véritables copilotes des décisions d'achat. Et il va falloir aussi, effectivement, que le marketing adresse ces sujets-là de plus en plus. Donc, agent IA, influenceur, leader d'opinion, donc tout un tas d'acteurs qu'il faut aller toucher ou en tout cas impacter. De ton côté, Johanna, c'est des thématiques que vous maîtrisez, que vous connaissez chez LinkedIn. On parlait de marketing de réseau. Concrètement, ça veut dire quoi chez vous? Comment vous l'appréhendez? Alors, je pense aujourd'hui que l'IA et le réseau, ça va ensemble, en fait. On oppose malheureusement souvent l'humain et l'IA, mais c'est totalement faux parce qu'aujourd'hui, l'IA est un outil de travail et d'efficacité pour nous tous. Effectivement, moi, le marketing B2B, je vois devenir un marketing, on parlait beaucoup d'influence, mais c'est un marketing de réseau, en fait. Pour prendre des décisions, vous allez vous appuyer sur la crédibilité, l'expertise ou la prescription, comme tu le dis, de tiers. Et donc ça, pour bien le faire, il ne faut pas oublier que ces prescripteurs, ces tiers, enfin, ce sont quand même des humains. Donc à des humains, il faut parler quand même avec des émotions, il faut susciter de l'intérêt, pas avec des specs. Donc notamment dans le B2B, malheureusement, l'écueil est fréquent de parler trop solutions produits par rapport à problème que vous allez venir résoudre pour ces clients. Donc avec de l'humour, avec vraiment un ton personnel. Je veux dire, la marque doit parler avec un ton personnel. Et puis ce storytelling, en fait. Qu'est-ce que vous allez venir résoudre comme problème? Et effectivement, c'est en tout cas l'évolution que moi je vois, comment l'IA et l'humain se combinent ensemble pour faire que le marketing B2B continue à être un marketing de réseau. Marketing de réseau, c'est la notion qui nous plaît personnellement parce que, comme tu l'as expliqué, il y a de l'incarnation concrète, on parle à des gens qui vont influencer la première décision et je pense que c'est bien de le rappeler parce que ça paraît évident quand on parle de B2C, tu as parlé de storytelling, d'émotion, etc. C'est le boulot qu'on essaye de faire ensemble dans cette émission, de rappeler aussi les enjeux autour du storytelling dans le B2B, notamment avec vos leviers. Hervé, sur les compétences à venir, indispensables, les skills du marketeur dans les années qui arrivent, on va parler de quoi? Quelles sont les compétences qu'il va devoir avoir? Il y en a beaucoup. C'est un métier exigeant. Donc, il va falloir continuer à développer ses compétences autour de l'IA, tous ces nouveaux outils qui sortent. Savoir utiliser l'IA à son plein potentiel, pas seulement faire des prompts pour avoir un résultat tout de suite, mais aussi peut-être manager des agents, devenir manager d'agents IA auxquels on va déléguer de plus en plus une partie de notre job. Développer la compétence en data aussi, aller récupérer de la data nouvelle qu'on est désormais capable de traiter. Par exemple, on se rend compte dans notre organisation qu'on a des gisements de données inexploitées aujourd'hui. Au marketing, on n'exploite pas les données du support client, par exemple. Pourtant, il y a beaucoup de choses intéressantes. Parce que au support client, les clients viennent exprimer leurs difficultés, leurs pain points, leurs besoins. Et toutes ces données, maintenant qu'on est capable de les traiter en masse grâce à l'IA, on doit pouvoir en faire quelque chose, en extraire des messages
des communications qui seront en plus de plus en plus personnalisées, parce que c'est aussi important la personnalisation. Si on veut adresser un buying group entier, on va pas envoyer le même message au DSI et au DRH qui sont tous les deux dans le buying group, mais qui veulent pas entendre du tout la même chose. Donc, il va falloir aussi être capable de faire ça. Et puis, derrière la puissance de l'IA, des agents et de la data, je pense qu'il va falloir aussi repenser à l'humain. Encore une fois, je te rejoins, Johanna, là-dessus, et développer aussi une capacité de discernement, c'est-à-dire être capable de se dire, est-ce que le contenu que je produis grâce à l'IA, est-ce qu'il apporte une valeur ajoutée à un humain à un moment donné ou pas, ou est-ce que c'est juste du contenu bouilli supplémentaire dont je vais inonder le web? Non, il va falloir faire preuve d'un minimum de discernement, et ça, il va falloir peut-être retrouver aussi, remettre en avant un petit peu de qualité de type empathie pour essayer de bien se mettre à la place du client et de l'audience qu'on cherche à adresser. Pour rebondir sur la notion d'humain qui rend une couleur un peu différente à la fin de cet épisode, on parlait d'influence, on parlait aussi de connexion, de retrouver de l'événement. C'est des sujets qui te tenaient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi, selon toi, l'événement a sa place aujourd'hui et prend un essor particulier? Alors, je reviens juste un instant quand même sur la partie IA. J'ai lu aujourd'hui une étude de Microsoft que je trouvais très intéressante. Le marketing, aujourd'hui, est la fonction qui utilise le plus l'IA. Donc déjà, je pense qu'il y a une maturité dans notre métier sur l'IA qui est déjà avancée. Mais pour ajouter à ça, moi, ce que je vois déjà depuis un peu plus d'un an, c'est émerger une autre tendance, ce sont les événements. On parlait de marketing de réseau. Et donc, on sait qu'un des plus forts canaux de vente de nos clients, ce sont les événements. Donc, des événements qui s'organisent eux-mêmes ou alors des événements de marché où ils vont participer. C'est là où ils vont parler de leurs produits, de leurs solutions. Ils vont réfléchir avec l'ensemble de l'industrie, effectivement, à faire avancer ces sujets. C'est un moment essentiel pour capter l'intérêt en tant que marque, en tant qu'expert, des acheteurs, enfin des clients, des prospects. Et aujourd'hui, on sait que même si les événements physiques sont très présents, quand même qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent se déplacer pour des raisons de coût, de temps, etc. Et donc, j'ai vu le marketing s'emparer du sujet événement après l'événement. En fait, tout le contenu qui est produit pendant un événement est un contenu à forte valeur ajoutée et qui est ensuite utilisé aujourd'hui sur LinkedIn pour justement continuer à toucher cette audience cible avec des morceaux choisis de l'événement. Donc effectivement, au-delà des lives, etc., ou des webinaires qu'on peut avoir sur LinkedIn, on a de plus en plus de marketing qui se fait sur du contenu retransmis de ces événements. Et d'ailleurs, on réfléchit pour accompagner les marketeurs dans cette direction, les aider à comprendre quels sont les moments dans les contenus live ou dans des retransmissions qu'ils ont mis sur LinkedIn qui ont généré le plus d'engagement pour créer des clips qui vont ensuite pouvoir toucher, utiliser, plutôt que leur demander de faire ce travail eux-mêmes. Voilà. Donc, l'autre tendance à part l'IA, c'est que l'événementiel devient de plus en plus un sujet marketing, de plus en plus un sujet média, et ça continue à être un très très gros levier de business dans le B2B. Ça rejoint exactement un message que je donne souvent à mes équipes. Moi, quand on fait des événements, ça coûte très très cher faire un événement physique. Donc, si on se contente de toucher uniquement les gens qui sont dans la salle, c'est pas rentable. En fait, l'idée, c'est de se servir de l'événement pour aller toucher une audience qui n'était pas venue et éventuellement leur donner la frustration de pas avoir été présent pour qu'ils aient envie de s'inscrire et de venir l'année d'après, par exemple, si c'est un événement récurrent. Absolument. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que pour terminer et conclure, est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin, nous donner la vision qu'il faudrait qu'on garde et les éléments qu'il faudrait qu'on garde en tête? Bien, moi j'ai envie de dire qu'au terme de cet échange avec Hervé, avec toi, le thème qui pour moi est important, c'est que l'IA et l'humain ne sont pas opposés, ils fonctionnent ensemble. C'est vrai que je vois sur LinkedIn notamment beaucoup de posts où les gens prennent parti pour l'IA, pour l'humain, etc. En fait, cette opposition entre l'IA et l'humain, elle n'a aucun lieu d'être. Oui. Aujourd'hui, l'humain et l'IA travaillent ensemble pour des meilleures prises de décision, mieux mesurées, pour un meilleur storytelling, pour une meilleure créativité. Et c'est ça qui est extraordinaire. On vit une révolution dans notre milieu où l'IA et l'humain permettent d'avoir des meilleurs résultats et vont être les moteurs de croissance de nos entreprises. Merci Johanna d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de nous avoir éclairé avec vos outils, vos chiffres et tous les leviers que vous avez en interne. Merci Valentin et merci Hervé. Merci Hervé d'être venu nous voir et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, c'était passionnant, je reviens quand vous voulez. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés pour cette émission. Moi je vous dis merci beaucoup de nous avoir regardés et à très bientôt pour un nouvel épisode de B2B Talks.